Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux et honoré de participer à ce séminaire, L'Esprit des Lumières et de la Révolution. Merci donc aux organisateurs, euh, Marc Bélissa et Yannick Bosque, de m'avoir convié à présenter ma contribution à un ouvrage collectif paru l'année dernière sur Hannah Arendt, La Révolution et les droits de l'homme, sous la direction de Yannick Bosque et d'Emmanuel Faye. Dans le dernier chapitre de ce livre, je suis amené à examiner et interroger la position de Hannah Arendt sur les droits de l'homme. La question étant de savoir si l'on a affaire avec Arendt à une critique radicale des droits de l'homme, de telle sorte qu'il conviendrait de prendre totalement congé de cette notion, ou bien si Hannah Arendt ménage une place pour une autre façon de penser, de fonder les droits de l'homme. Cette idée, elle est suggérée par un certain nombre de philosophes et de commentateurs français, notamment, euh, qui ont réceptionné très positivement les thèses d'Arendt et qui ont contribué à son aura, notamment dans notre pays. Je pense en particulier à Étienne Balibar, Robert Legros, Étienne Tassin, et plus récemment les travaux de Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère. Euh, tous ces commentateurs ont au moins en commun de considérer que Hannah Arendt nous aurait libérés d'une conception désuète, surannée des droits de l'homme, celle qui se fonde traditionnellement sur l'idée d'un droit naturel et d'une nature humaine universelle dont découlerait un certain nombre de droits fondamentaux. Tous insistent sur le caractère fécond, selon eux, de la pensée d'Arendt et de sa façon strictement politique, dit-on, de penser les droits de l'homme. Alors la question que je pose est tout simplement celle de savoir si l'on a affaire ici à une avancée, en tout cas pour tous ceux qui sont attachés à l'idée même de droits de l'homme et de respect des droits de l'homme, ou bien est-ce que l'on a au contraire affaire à un recul, voire à une impasse. C'est le point de vue que je défendrai. Euh, J'essaierai de montrer que cette approche dite strictement politique des droits de l'homme nous en fait perdre toute la profondeur philosophique, toute la signification, oui, la plus profonde de ces droits qui, qui n'ont de sens et de valeur que dans la mesure où ils sont attachés à la personne humaine en tant que telle, indépendamment de ses caractéristiques particulières, indépendamment de ses appartenances communautaires notamment, et que ce qui fait la profondeur des droits de l'homme, c'est qu'ils sont, comme le disait Kant, ils sont attachés à la personne humaine simplement en vertu de son humanité. Mon parcours sera finalement extrêmement simple. Je repartirai des critiques que Hannah Arendt adresse aux droits de l'homme en essayant d'en évaluer la pertinence, notamment l'accusation qu'il aurait faite d'être simplement des abstractions et le manque d'effectivité qui les caractériserait. Ensuite, je voudrais m'attarder sur cette notion arendtienne de perte des droits de l'homme. On sait que Arendt a prétendu que le sort tragique des apatrides durant l'entre-deux-guerres était lié pour eux à une perte, c'est son terme, à la perte des droits de l'homme.
Alors là aussi, que vaut cette idée? Est-elle véritablement compatible avec l'idée même de droits humains fondamentaux? Et enfin, bien, j'aborderai cette manière de penser les droits de l'homme comme des droits strictement politiques, et j'essaierai de montrer que cette hypothèse, cette piste, non seulement n'est pas féconde, mais qu'elle nous amène inévitablement à renoncer à ce qui fait l'intérêt profond des droits de l'homme. Alors commençons par rappeler, si vous le voulez bien, quelles sont ces critiques que Hannah Arendt formule et adresse aux droits de l'homme. Par-delà ici les désaccords entre interprètes de Arendt, il me semble que tous sont d'accord au moins pour constater son rejet de l'idée de droit naturel. Arendt refuse de penser les droits de l'homme comme des droits naturels. Elle y voit certainement une naïveté. Au fond, ce qu'elle rejette, c'est même l'idée d'égalité naturelle. L'égalité chez Arendt, il faut le rappeler, n'a de sens que dans cette sphère de la vita activa qu'elle appelle l'action. C'est aux côtés du travail et de l'œuvre. Hein, ce serait simplement dans l'action en commun que les hommes conquièrent l'égalité, en se reconnaissant mutuellement comme des égaux à travers cette action et cette parole partagée. Bon, je crois que la position d'Arendt sur les droits de l'homme est de toute façon solidaire des distinctions qu'elle opère dans conditions de l'homme moderne. Elle refuse tout simplement de considérer l'égalité comme une donnée naturelle. Je crois qu'il faut en prendre acte, mais en même temps, on ne peut que se demander si le projet de penser les droits de l'homme, la légitimité des droits de l'homme, est véritablement compatible avec ce rejet de toute forme d'égalité naturelle. Il me semble que ce qui fait la grandeur des droits de l'homme, c'est justement de penser que par-delà nos différences, par-delà nos caractéristiques particulières, nos différentes appartenances culturelles, politiques, il existe une égale dignité des êtres humains. On ne rappellera jamais assez, j'espère que vous me pardonnerez cette banalité, mais c'est l'égalité dont il est question dans les grands textes, dans les grandes déclarations des droits de l'homme, n'a jamais signifié une égalité du point de vue de la force, des caractéristiques physiques, des capacités intellectuelles. C'est évidemment une égalité en droit et en dignité. C'est en vertu d'une égale dignité pensée comme une donnée que les êtres humains peuvent légitimement faire valoir des droits fondamentaux égaux. Je ne suis pas sûr, pour ma part, que l'on puisse, en toute cohérence, penser les droits de l'homme en faisant l'économie totale de cette notion d'égalité naturelle. Lorsque, par exemple, John Locke pense l'égalité à l'état de nature, dans son traité du gouvernement civil, hein, l'égalité dont il est question, on le sait bien, c'est une égalité naturelle au sens où personne, par nature, ne peut revendiquer le droit de commander à autrui,
Personne n'est né pour commander, personne n'est né pour obéir. Euh, et cette égalité, c'est évidemment une égalité de statut, une égale dignité qui nous est reconnue simplement du fait que nous sommes humains, en vertu de notre humanité, comme dira Kant. Donc à partir du moment où on ne conçoit plus l'égalité comme une donnée factuelle, mais comme quelque chose qui se conquiert à travers telle ou telle activité, aussi noble soit-elle par ailleurs, je crois que on s'écarte de manière décisive de ce qui fait la profondeur et l'intérêt des droits de l'homme. Alors intéressons-nous à présent à l'autre critique des droits de l'homme par Arendt, celle que l'on trouve cette fois dans le 5e chapitre du 2e tome des origines du totalitarisme, le fameux chapitre intitulé le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme. Dans ce chapitre, on sait que Hannah Arendt s'appuie sur le sort tragique des apatrides entre les deux guerres mondiales. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été protégés par les États-nations et que dans ce contexte, il semble bien que les droits de l'homme n'aient été que de pures abstractions sans aucune effectivité. Donc, plutôt que de fustiger l'attitude des États, leurs manquements, leur défaillance, leur lâcheté, de fustiger les politiques, ou l'absence de politique menée alors, Arendt choisit de dénoncer l'inanité des droits de l'homme. Elle estime que le sort des apatrides suffit à montrer le caractère illusoire de l'humanisme juridique et de la conception subjectiviste des droits. Au fond, elle estime que tant qu'ils ne sont pas associés à des droits positifs, les droits de l'homme ne sont rien, ils ne sont que des abstractions vides. On le sait, elle rejoint sur ce point, elle rejoint explicitement Burke, estimant que la situation des apatrides donne ironiquement raison à l'anglais Edmund Burke. Je ne ferai pas de commentaires sur l'adverbe ironiquement qui a fait couler pas mal d'encre, mais quoi qu'il en soit, sur le fond, il est clair qu'Hannah Arendt, sur ce point, rejoint la critique de Burke. On a parfois prétendu le contraire, mais elle est sur ce point d'accord pour estimer que les droits de l'homme pensés indépendamment de la citoyenneté, ne sont rien, ne sont que des mots. Alors, un certain nombre de commentateurs arendtiens se sont enthousiasmés devant ce constat. Je pense par exemple à Étienne Tassin, qui écrit, et qui enfonce le clou, les droits de l'homme supposent par principe la citoyenneté. Alors, on peut se demander ici, au fond, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on entend ici par supposer la citoyenneté? Il y a au moins deux sens possibles. Est-ce que l'on veut simplement signifier que les droits de l'homme, indépendamment de la citoyenneté, manquent d'effectivité, que pour avoir une chance d'être appliqués, les droits de l'homme nécessitent le concours des États. Ce qui semble être une banalité. Si ce n'était que cela, il s'agirait surtout d'enfoncer une porte ouverte, parce que personne n'a jamais prétendu que les droits de l'homme possédaient une sorte d'efficacité intrinsèque.
Mais lorsqu'on lit ce commentateur plus avant, on se rend compte qu'il ne se contente pas de souligner l'inefficacité des droits de l'homme indépendamment de la citoyenneté. C'est ce qu'il avance, et il me semble ici qu'il est fidèle à Arendt, c'est que les droits de l'homme n'ont pas de sens, dès lors qu'on les pense indépendamment de la citoyenneté. Euh, il affirme un peu plus loin, la citoyenneté n'est pas seulement une condition d'effectivité ou un moyen institutionnel de donner une consistance aux droits de l'homme, elle est le principe de l'humain en l'homme. Le principe de l'humain en l'homme. Ce qui me semble ici absolument redoutable, c'est précisément de faire de la citoyenneté le principe de l'humain, l'activité sans laquelle il n'y aurait pas à proprement parler d'humanité au sens le plus noble du terme. À cet égard, on a bien affaire à la pensée profonde d'Arendt, hein, qui estime que l'humanité authentique n'est pas une donnée immédiate, mais qu'elle se conquiert à travers l'action engagée en commun, s'exerçant à travers et grâce à une parole commune, et que toutes les formes d'action humaine n'ont pas la même dignité. On sait par exemple qu'Arendt n'accorde pas de dignité intrinsèque à l'activité qu'elle nomme le travail, hein, tant que l'homme en reste à ce qu'elle appelle l'animal laborance, au fond, il reste rivé à une forme d'activité qui est inférieure à ses yeux à ce qu'elle nomme l'action, hein, qui serait le propre de l'humanité. Je crois qu'ici, il y a plusieurs enseignements à tirer. D'abord, est-ce que l'on a raison de reprocher aux droits de l'homme leur inefficacité? Il me semble encore une fois que c'est leur faire un bien mauvais procès, que par principe, les droits de l'homme, mais comme n'importe quel droit positif, ne commence à avoir de l'effectivité que dans la mesure où ces droits sont garantis et appliqués par les États. Et deuxièmement, cette manière de penser l'égalité, il faut bien le reconnaître, est une égalité qui n'a rien d'universel, puisque celles et ceux qui ne parviennent pas, ou qui pour des raisons contingentes ne parviennent pas à se hisser à ce que Arendt appelle l'action, hein, au fond ne se verraient jamais reconnaître la dignité et tous les droits qui lui sont relatifs. Alors je me contenterai ici d'esquisser quelques critiques, tout d'abord au sujet du caractère abstrait des droits de l'homme, puisque Arendt, dans ce chapitre des origines du totalitarisme, choisit de dénoncer les droits de l'homme au nom de leur abstraction, rejoignant ainsi toute une cohorte d'auteurs, hein, contre-révolutionnaires, romantiques, utilitaristes aussi, on pense à Bentham, qui s'en sont pris plus ou moins violemment aux droits de l'homme au nom de leur caractère abstrait. On pense également à la critique, enfin au passage très souvent cité de Joseph de Maistre, où il déclare n'avoir jamais rencontré l'homme en général, hein, mais simplement des Français, des Italiens, etc.
s'il s'agit simplement de rappeler, encore une fois, que les droits de l'homme n'ont aucune effectivité par eux-mêmes et que leur application nécessite le concours des États, de la force publique des États, alors c'est non seulement incontestable, mais c'est surtout une banalité que personne ne songe à contester. En revanche, ce qui me paraît plus inquiétant, c'est de condamner la notion même de droits de l'homme, la signification des droits de l'homme, au nom de leur abstraction. Je voudrais simplement rappeler que l'abstraction dont il est question ici n'a jamais impliqué la croyance en l'existence d'un homme en général. Euh, Pas plus que les géomètres n'estiment que le triangle en général existe dans la nature. Non, ce qui me semble important ici de prendre en compte, c'est que la notion même de droit de l'homme, qu'on le veuille ou non, est indissociable de notre capacité à envisager les humains de façon abstraite, c'est-à-dire en faisant abstraction d'un certain nombre de particularités. Particularités physiques, intellectuelles, ou en termes d'appartenance culturelle, sociale, etc. Euh, Si l'on tient à l'idée fondamentale selon laquelle les humains euh, doivent pouvoir faire valoir un certain nombre de droits fondamentaux simplement parce qu'ils sont des humains, nous sommes, alors, que nous le voulions ou non, en train de faire abstraction de leurs différences, nous sommes en train de considérer l'homme de manière abstraite. Ce qui, encore une fois, n'a jamais signifié que l'homme abstrait existait au sens où nous pouvions le rencontrer dans l'expérience. Mais je ne vois pas comment on pourrait faire l'économie ici de cette capacité que nous avons d'envisager les humains abstraction faite de leurs particularités pour leur conférer des droits simplement du fait qu'ils sont humains. Par ailleurs, ce qui me semble absolument redoutable, c'est cette manière de sacraliser la citoyenneté chez Arendt et chez un certain nombre de ses commentateurs. Est-ce que l'on se rend véritablement compte que l'on est en train de dire que l'égalité n'a de sens que chez des humains qui se seraient hissés à cette activité la plus haute que Arendt appelle l'action, quid des autres. Comment penser des droits fondamentaux, comment attribuer des droits fondamentaux à celles et ceux qui n'auraient pas la chance ou l'opportunité de se hisser à ce que Arendt appelle l'action. Là encore, il me semble que l'idée même de droit de l'homme nous impose d'envisager les droits les plus fondamentaux comme liés simplement à l'humanité en tant que donnée, une donnée factuelle, et non pas soumise à conditions de réalisation de telle ou telle dimension possible de la vie humaine. Ma seconde critique portera sur l'importance excessive accordée à la citoyenneté par Arendt. Comment ne pas voir que l'idée même de droit de l'homme implique de leur accorder une signification précisément indépendamment de l'appartenance à telle ou telle
communauté ou indépendamment du fait que l'on soit ou non engagé dans une forme d'action au sens arendtien. Sinon, quid des autres, quid de ceux qui ne sont pas engagés dans l'action, de ceux qui ne sont pas reconnus comme des égaux, euh, et ceux qui ne se hissent pas à cette forme d'humanité authentique ou achevée, comme la juge Arendt. Euh, il me semble que cette distinction que l'on retrouverait aussi chez Heidegger, hein, entre des formes d'existence plus ou moins authentiques, est redoutable, parce qu'en dernier lieu, elle nous empêche de penser une égalité fondamentale, une égalité qui soit de l'ordre d'une donnée, et qui ne soit pas une égalité à géométrie variable. Donc si l'on tient à ce que tout homme se voit garantir un certain nombre de droits fondamentaux, euh, je pense qu'on ne doit pas faire dépendre cette exigence morale d'une quelconque appartenance communautaire, euh, communauté dont les bornes demeurent toujours contingentes. Ma dernière remarque critique ici sur ce chapitre concernera l'expression perte des droits de l'homme qui se situe dans le titre. Il y a sans doute une part de provocation ici chez Arendt qui est assez coutumière des expressions provocatrices. Comment parler d'une perte des droits de l'homme? Comment envisager sérieusement une perte des droits de l'homme dans le cadre de l'humanisme juridique et du droit naturel qui a donné naissance aux différentes déclarations des droits de l'homme? Il est évident que la notion même de perte des droits de l'homme n'a aucun sens. Alors, est-ce que l'on veut simplement signifier par là, encore une fois, que les droits de l'homme ont souvent, trop souvent été négligés, oubliés, bafoués? C'est une évidence. Mais l'idée même de perte des droits de l'homme me semble assez obscure, assez peu rigoureuse et assez symptomatique du mépris que Arendt affiche pour les droits de l'homme eux-mêmes, à mon sens. Euh, Encore une fois, les droits de l'homme, disons que il me semble que le noyau de signification non négociable des droits de l'homme, c'est précisément qu'ils sont inaliénables. Donc, inaliénable n'a jamais signifié que les droits de l'homme ne pouvaient pas être bafoués. Simplement, ce qui est inaliénable, c'est le droit de faire valoir ces droits fondamentaux, le droit de réclamer que ces droits fondamentaux nous soient garantis. Évidemment, évidemment qu'au cours de l'histoire, ils ont été tragiquement bafoués et qu'ils le sont encore. Si ma mémoire est bonne, dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les rédacteurs ont précisément pris soin de dire que c'est parce que ces droits de l'homme ont été, dans une période récente, oubliés, bafoués, négligés, ignorés, qu'il convient de les déclarer à nouveau solennellement. Je crois que ici, nous avons affaire à une confusion une confusion permanente entre l'être et le devoir-être en vérité, euh, entre ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre de la norme. Les droits de l'homme sont des normes fondamentales, et le fait qu'une norme ne soit pas respectée n'a jamais suffi à prouver l'inanité de cette norme. Euh, nous n'aurions absolument pas besoin de normes, nous n'aurions pas besoin de ces abstractions, comme dit Arendt, si le réel était parfaitement satisfaisant. Alors j'en viens, pour terminer, à cette conception dite strictement politique des droits de l'homme,
qui nous est présentée comme une formidable avancée théorique par un certain nombre de lecteurs et de commentateurs d'Arendt. Euh, je voudrais dire au préalable que j'ai le sentiment ici de participer à une sorte de querelle de famille à un niveau théorique entre partisans et défenseurs des droits de l'homme. Je pense ici en particulier aux travaux de Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, notamment à leur ouvrage Le procès des droits de l'homme, dont j'avais fait une recension d'ailleurs, et qui me semble avoir le grand mérite de rappeler ce qui distingue les différentes critiques dont les droits de l'homme font l'objet. Simplement, mon désaccord porte essentiellement sur le dernier chapitre, dans lequel les auteurs voient dans la pensée de Hannah Arendt le lieu privilégié d'un renouvellement des droits de l'homme. Il me semble au contraire que cette approche strictement politique des droits de l'homme ne conduit à rien d'autre qu'à dissoudre l'idée même de droit de l'homme en tant qu'homme. Alors, pourquoi cette approche strictement politique exerce-t-elle un si fort pouvoir d'attraction? D'abord, il me semble que tous ces auteurs ont en commun de considérer que l'ancienne façon de fonder les droits de l'homme sur une philosophie du droit naturel n'est plus possible parce qu'elle serait trop lourde de présupposés philosophiques et métaphysiques, notamment en ce qu'elle a recours à l'idée très controversée de nature humaine. Alors, bon, je n'ai pas le temps ici d'examiner les critiques qui sont très souvent adressées à l'idée même de nature humaine, mais il conviendrait de se demander si elles sont absolument décisives, si elles doivent forcément nous conduire à exclure totalement du champ philosophique l'idée même de nature humaine. On peut penser ici que ce qui lui est reproché, ce serait finalement son aveuglement aux différences, l'incapacité de cette notion à prendre en compte les différences humaines, peut-être une manière de toujours dissimuler une volonté tyrannique d'imposer une certaine conception de l'humanité derrière un discours faussement universel, etc. Ces critiques sont bien connues, elles sont très répandues dans le champ philosophique aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait se demander dans quelle mesure elles sont absolument décisives. Alors, ces auteurs ont bien conscience que Hannah Arendt, aujourd'hui, est une référence majeure pour bon nombre de penseurs, d'essayistes conservateurs, d'où la demande qui nous est faite, en particulier par Justine Lacroix, Jean-Yves Pranchère, de prendre nos distances avec ce qu'ils appellent une captation conservatrice de Hannah Arendt. Alors, il me semble que cette expression, en vérité, est fort critiquable parce que Arendt ne fait pas simplement l'objet d'une captation conservatrice. Je dirais qu'elle est elle-même conservatrice, que cela fait très peu de doute. Il suffit de lire des ouvrages qui sont vraiment le bréviaire de la pensée conservatrice aujourd'hui, comme La crise de la culture. Ou bien pensons aussi à ce texte assez peu connu en France et pour cause, ces réflexions sur Little Rock. Nous pourrons en parler davantage durant la discussion, hein, si vous le souhaitez, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que sur la question politique la plus brûlante de l'époque aux États-Unis, à savoir le combat des Noirs américains pour l'égalité des droits civiques, Arendt se montre extrêmement conservatrice. D'ailleurs, elle peine à reconnaître qu'il s'agit de préoccupations politiques. Hein. Je pense en particulier à la question de la scolarisation des étudiants noirs dans les universités, qui jusque-là étaient réservées à des blancs. Arendt considère qu'il s'agit là simplement d'une question qui relève du champ social,
et non pas politique, et que, je la cite, hein, sans un certain type de discrimination, la société cesserait tout simplement d'exister et les très importantes possibilités que recèle la libre association et la formation de groupes disparaîtraient. Donc on voit bien dans ce texte comment la distinction que Arendt opère constamment entre ce qui relève de la politique d'une part, où doit régner l'égalité, et le social d'autre part, qui serait le champ de l'inégalité, de la discrimination, sous peine de mettre en péril la société. Comment cette distinction la conduit non seulement à discréditer un certain nombre de revendications très légitimes et fortes des Noirs américains, mais aussi à condamner toute intervention du gouvernement fédéral dans le champ social pour introduire davantage d'égalité, notamment sur la question de l'accès des étudiants noirs au campus jusque-là réservé aux Blancs. À vrai dire, on voit ici Hannah Arendt plus attachée à défendre le droit des parents blancs à scolariser leurs enfants dans des écoles réservées aux Blancs, qu'à défendre le droit des Noirs à intégrer des écoles, des universités jusque-là réservées aux Blancs. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que Hannah Arendt est effectivement très, très conservatrice. J'ajoute qu'elle elle fait un certain usage très, très discutable des droits de l'homme quand il lui arrive d'utiliser le langage des droits inaliénables. Je pense en particulier à la façon dont elle défend le droit pour toute personne d'épouser la personne qu'elle souhaite, quelle que soit la couleur de sa peau. Effectivement, Hannah Arendt s'oppose aux lois interdisant les mariages mixtes. Mais il faut voir ce qu'elle dit par ailleurs des autres revendications des Noirs américains. Je vais quand même citer ce passage extrêmement saisissant, pour ne pas dire choquant. Le droit d'épouser qui on souhaite est un droit de l'homme élémentaire, comparé auquel le droit de fréquenter une école intégrée, le droit de s'asseoir où on veut dans le bus, le droit d'entrer dans un hôtel, une aire de loisirs ou un lieu de divertissement, quelle que soit sa couleur de peau ou de race, sont mineurs. Voilà. Donc on voit ici Hannah Arendt avec une très grande condescendance, il faut le dire. On la voit donner une leçon aux Noirs américains eux-mêmes et leur expliquant ce qui relève d'un droit fondamental et ce qui relève d'un droit mineur. Je laisserai chacun apprécier ici le jugement sur lequel le droit de s'asseoir où l'on veut dans le bus relèverait d'un droit mineur. Alors tout ceci étant dit, que signifie à présent cette conception strictement politique des droits de l'homme et est-ce qu'elle permet véritablement de conserver une dimension universelle à ces droits? On peut se référer ici à un passage des origines du totalitarisme dans lequel Arendt écrit la chose suivante: la seule condition donnée pour l'établissement des droits est la pluralité des hommes. Et un peu plus loin, les droits jaillissent de la pluralité humaine. Alors il ne faudrait pas que ce concept de pluralité nous égare. Il ne désigne certainement pas chez Arendt la simple présence factuelle d'une multiplicité de membres de l'espèce humaine. En ce sens, les individus qui coopèrent pour travailler ne constituent pas une pluralité au sens où l'entend Arendt. Je crois qu'ici, ce terme renvoie à une multiplicité d'individus qui sont engagés dans une forme d'action, qui se rendent visibles dans la sphère publique et qui se reconnaissent les uns les autres comme des hommes détenteurs de droits. C'est ce que confirme par exemple la lecture qu'en fait Étienne Tassin. Je le cite, les droits de l'homme signifient que les hommes ne sont des hommes
que s'ils sont reconnus tels par des hommes qui déclarent publiquement que tout homme a le droit de se voir reconnu comme un être de droit. Donc on voit ici que l'humanité elle-même, à nouveau, hein, l'humanité n'est pas pensée comme une donnée factuelle immédiate, elle se conquiert au terme d'une de la participation à une action collective, visible, et moyennant la reconnaissance par autrui de notre propre humanité. Je citais à l'instant Étienne Tassin, mais nous pourrions également citer plus récemment Jean-Yves Pranchère, Justine Lacroix, qui ne craignent pas d'écrire la chose suivante, je les cite, pour Arendt également, l'égalité n'est pas donnée, c'est un produit de l'action humaine. Et un peu plus loin, nous ne sommes pas nés égaux, mais nous pouvons le devenir par notre volonté déclarée de nous garantir mutuellement des droits. Mais que reste-t-il des droits de l'homme lorsque l'on prétend que les hommes ne sont pas nés égaux, qu'ils ont l'occasion qu'ils peuvent éventuellement le devenir par l'action, hein, laissant entendre par là que certains ne le deviendront pas, dès lors qu'ils n'auront pas eu l'occasion de s'engager dans une action véritable au sens arendtien, dès lors par exemple qu'ils auront passé leur vie rivés au monde du travail, hein, dans lequel règne la nécessité des comportements répétitifs, et en tout cas rien qui ne soit digne de ce que Arendt appelle l'action, qui se caractérise, on le sait, par la nouveauté, l'imprévisibilité. Bon. La question qui demeure, c'est est-ce que cette approche des droits de l'homme permet encore de penser l'attribution de droits fondamentaux à tout être humain, simplement en vertu de son appartenance à l'espèce humaine. On voit ici que ce qui constitue quand même le noyau, le cœur des droits de l'homme, à savoir que tout être humain possède un certain nombre de droits fondamentaux simplement en vertu de son humanité et de la dignité qu'elle confère, cette idée n'a plus sa place ici dans cette approche dite politique des droits de l'homme, et je crois que ce faisant, on porte atteinte aux droits de l'homme eux-mêmes. Je laisserai pour terminer la parole à Claude Lefort, qui me semble avoir exprimé avec beaucoup de force ses doutes à l'égard d'une telle approche. Il écrivait au sujet d'Arendt en ce qui concerne la critique arendtienne du concept de droit de l'homme, qui lui paraît dériver de la fiction d'une nature de l'homme, il est difficile de voir sur quel fondement philosophique on pourrait établir que la reconnaissance mutuelle des hommes comme des semblables doivent s'arrêter aux frontières de la cité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je suis impatient d'entendre vos remarques et vos questions et d'entamer la discussion. Merci à vous. Merci, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre. Voilà, je voulais vous poser une question et d'autre part faire une hypothèse de travail. Je me demande, ça va de soi, mais enfin bon, est-ce qu'il y a pas dans l'ensemble des critiques et de la pensée d'Arendt une grande difficulté à tenir ensemble l'universel et l'individu? Il me semble que tout le temps, elle est incapable de penser un rapport qu'on pourrait dire dialectique entre les deux. Voilà, je prendrai un autre exemple, dans un autre texte que ceux que vous avez évoqués, dans le procès Eichmann. Quand c'est pas directement dans le texte du procès, je crois que c'est dans les lettres, pardonnez-moi, je n'ai pas tout vérifié, dans les lettres avec Jaspers, hein, où ils sont tous les deux d'accord pour dire que le procès Eichmann, étant donné justement son importance quasiment universelle, il n'aurait jamais fallu qu'il se tienne à Jérusalem.
il aurait fallu qu'ils se tiennent dans un endroit qui concerne l'humanité entière, disent-ils, c'est-à-dire à l'ONU, comme si l'ONU d'ailleurs n'était pas une assemblée des États et non pas l'humanité entière. Mais enfin bref, donc tout se passe comme si le fait d'être en présence d'un lieu particulier, d'individus déterminés, empêchait toute espèce d'universalité humaine. Voilà, je me demande si ça n'est pas tout le temps un des centres qui constitue la difficulté qui nous arrête, les objections qu'on fait à Arendt. Ma deuxième oui, je voulais dire, et alors ce qui explique sans doute pour les droits de l'homme, peut-être là j'ajouterais un petit point à ce que vous avez dit, les droits de l'homme sont les droits de l'individu, ils sont universels en tant que droits de l'individu. Et le droit est fondé toujours sur l'individu. Il n'y a pas d'autre droit que les droits des individus. Je crois que c'est un point extrêmement important et qu'on on aura cette chose-là en invoquant un appel supposé à une nature humaine qu'on confond d'ailleurs avec un naturel, je ne veux pas dire des banalités, mais enfin la distinction du droit naturel, la notion de droit naturel, elle ne suppose pas une espèce humaine naturelle comme une espèce vivante. C'est la même distinction que religion naturelle, religion positive. S'il n'y a pas de droit naturel, il ne peut pas y avoir de droit positif, me semble-t-il. C'est parfaitement clair, c'est ce que vous avez défendu et je ne peux que vous approuver. Alors, d'autre part, je voulais vous suggérer, je ne sais pas, c'est très hypothétique, hein, c'est presque une intuition. Je me demande si il n'y a pas de manière générale dans la pensée d'Arendt une espèce d'esthétisation, euh, ou alors si vous voulez, je ne sais pas trop comment dire, oui, une esthétisation aristocratique. Elle est un peu nietzschéenne, là. Elle hérite de Nietzsche hein, en ce sens-là, parce que je vois son esthétisme aristocratique, évidemment dans cette définition ahurissante de l'action des égaux, c'est-à-dire qui sont on ne sait pas très bien, ils sont des élus hein, capables d'inaugurer de façon absolument radicale. Il y a ça, et puis il y a son mépris corrélativement, son mépris insupportable du travail. Les hommes qui travaillent c'est l'animal, hein, l'animal laborant, ça, rivé au besoin. Il y a un mépris du besoin il y a un mépris du besoin et de la nécessité de tout ce qui est nécessaire pour produire la satisfaction des besoins qui qui est là et qui est lié à la séparation entre l'économie et le politique, entre le social et le politique. Donc on se demande finalement ce qu'elle appelle le niveau politique. Voilà. Je vous remercie. Benoît? Oui, je vais peut-être prendre les questions dans l'ordre inverse. Sur Oui, je vous en prie. l'esthétisation et sur l'aristocratisme d'Arendt, moi je vous rejoins totalement. Je crois que le texte que j'ai mentionné sur Little Rock manifeste une méfiance à l'égard d'une déstabilisation possible. En fait, elle craint, comme beaucoup d'auteurs conservateurs de son époque, une déstabilisation de la société du fait de l'arrivée massive des étudiants noirs dans les universités. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans son texte dans la crise de l'éducation aussi. Elle est extrêmement défiante à l'égard de la massification de l'enseignement. Il y a quand même une vision très négative des masses. Moi, je crois effectivement que c'est une pensée profondément aristocratique, en fait, qu'on la voit comme telle. Oui, sur sa difficulté à articuler l'universel et l'individu, j'avoue que je suis comme vous. En fait, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui fonde dans sa pensée, dans la pensée d'Arendt, le reproche qu'elle fait au tribunal de Jérusalem, parce que comment réclamer un jugement plus international, un jugement au nom de la communauté humaine, quand on est incapable de fonder l'idée même de nature humaine, d'égalité, d'universalité. Je ne vois pas d'éléments universels dans sa pensée qui permettent de fonder cette revendication
cette demande font que Eichmann soit jugé par l'humanité et non pas par Israël. J'avoue qu'à cette heure, à ce stade, je ne vois pas, je ne trouve rien dans sa pensée qui aille dans le sens d'un universalisme comme ça. Ce qu'elle récuse. Merci. Donc, Oui, j'aurais une petite remarque. Je me donne la parole. Le privilège du président. Il me semble que, alors je ne sais pas si Hannah Arendt fait le lien direct, mais il me semble que l'origine, l'idée selon laquelle il n'existe pas de droit en dehors d'une citoyenneté et en dehors d'une constitution, en quelque sorte, constitution pris pas au sens actuel du terme, mais au sens, c'est l'historien qui parle, constitution pris au sens de l'ancien régime, ça ne vient pas tout simplement de Burke, puisque Burke lui-même explique fondamentalement qu'il ne peut pas y avoir de droit en dehors de la Constitution anglaise. Oui, bien sûr. C'est la Constitution anglaise qui donne des droits, puisque en dehors de la Constitution anglaise, alors, dont on sait qu'elle n'est pas écrite, dont on sait que c'est une constitution organique, etc., mais dans son texte de 1789, il y a plein de développements sur l'idée qu'en dehors de ce qui fonde la Constitution britannique, il ne peut pas y avoir de droit. Donc je sais pas, je connais pas assez bien Arendt, puisque moi j'ai surtout lu le texte On Revolution et puis quelques autres quand même, mais moi je vois un lien direct entre ces deux conceptions. Oui, sûrement. Oui. Benoît? Oui. Benoît, je vois le même lien que vous. Du coup, je ne comprends pas tellement tous ces débats qui ont eu lieu pour savoir si Arendt reprenait ou non la critique de Burke. L'adverbe ironiquement dans le texte, elle dit que le sort des apatrides donne ironiquement raison à Burke. On a voulu nous faire croire que l'adverbe ironiquement instaurait une sorte de distance entre elle et Burke. Moi, ma position, c'est qu'au fond, Arendt adhère totalement à la critique de Burke que Burke adresse aux droits de l'homme. Oui, je suis tout à fait d'accord. Benoît, je voudrais dire une chose parce que c'est un peu difficile de penser les droits de l'homme à partir de la nature humaine parce que Arendt refuse cette notion. Elle ne travaille pas avec la notion de nature humaine. Donc, c'est impossible de penser les droits de l'homme à partir de la nature humaine chez Arendt. Elle préfère les concepts de conditions humaines. Donc, ma question, c'est le défi, ce n'est pas penser les droits de l'homme à partir de la condition humaine et non de la nature humaine. Ce n'est pas possible de penser que l'homme a le droit, avoir des droits à cause de sa condition, de sa existence, et pas à cause de sa essence d'une nature humaine. Mais peut-être faudrait se demander pourquoi le mot nature fait si peur. Pourquoi est-ce que le mot essence, nature fait si peur? Pourquoi est-ce qu'on l'a rejeté du champ lexical philosophique? Enfin, il y a sans doute une part des critiques qu'il faut entendre. La plus courante, me semble-t-il, c'est l'idée que nature humaine dissimule une certaine conception de l'humanité, une conception particulière de l'humanité que l'on tenterait d'imposer, en gros, notre conception occidentale de l'humanité, etc. Cette critique je disais qu'elle était répandue dans le champ philosophique, mais je crois qu'elle est répandue maintenant vraiment dans la doxa, en fait, c'est devenu la doxa. Est-ce que la notion de nature humaine renvoie forcément à une vision particulière de l'homme et en dernier lieu à une volonté d'imposer une certaine conception de l'homme? Bon, alors après, condition ou nature, ce qui me semble être non négociable, c'est de penser l'humanité dans son universalité. Mais je n'ai pas de position position dogmatique sur le terme nature ou condition. Voilà. D'accord. Merci. Je peux citer Une autre question? Non, c'est pas une question, j'aimerais faire une citation là que j'ai sous le nez. Peut-être ça répond. Il me semble aussi que c'est un peu une discussion verbale entre la condition ou ce qu'on peut entendre par nature. Bon, la notion de nature humaine a été très largement critiquée, mais il me semble qu'il n'y a pas de quoi non plus. Je sais que Arendt critique aussi Rousseau là-dessus, mais c'est très verbal.
finalement, j'allais dire, on s'en fiche, hein, il s'agit de l'identité humaine, si on veut. Je voudrais rappeler le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 48. Il me semble qu'il va dans le sens justement de ce que je disais du rapport entre l'universel et le particulier, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Est-ce que ça vous irait qu'on dise comme cela? Je répète, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue, etc., le fondement. Moi, il me semble que cette formule coupe, on n'a pas besoin à ce moment-là de s'embêter à savoir si c'est une essence, pas une essence, une existence. Moi, je crois qu'il y a derrière tout ça les sciences humaines, l'ethnologie, ce que Lévi-Strauss a pu écrire, comme si nous n'étions rien d'autre qu'à chaque fois le produit de la culture. Mais c'est le rapport entre, si on veut, nature et culture, mais alors on va dire que forcément tout est naturel ou tout est culturel, c'est comme on dit comme on veut, ça n'a pas d'importance, mais ce qui compte, c'est que nous sommes de façon strictement identique, nous sommes des êtres humains. C'est ça qui compte, me semble-t-il. C'est ça la question centrale des droits de l'homme. Et ça n'est pas d'être... ce que Arendt veut dire, c'est que en somme, comme on s'humanise, évidemment par éducation, par la culture, etc., alors on n'aurait des droits qu'en fonction de cette humanisation et de cette éducation. Mais si nous avons une éducation, c'est parce que nous sommes éducables. Et si nous sommes éducables, c'est parce qu'il y a bien quelque chose qui est absolument, comment dire, absolu. C'est l'existence de l'individu. Je ne sais pas si je vous réponds. Bien. Je me redonne la parole pour poser, Oui. une question de béotien à Benoît. Quel est parce que je ne connais pas assez bien Arendt et son existence, quel est le poids de la critique marxiste des droits de l'homme bourgeois entre guillemets, dans la construction de son rejet des droits de l'homme. Alors là, ça renvoie sans doute à avant la guerre, mais je ne connais pas concrètement l'histoire. Ouais. Son rapport à Marx, mais je pense que Edith Foot nous parlerait beaucoup mieux que moi, hein, mais son rapport à Marx, il est critique dans Conditions de l'homme moderne. D'abord parce que Marx faisait quand même du travail l'activité humaine par excellence. Hein, par-delà ses critiques du travail aliéné, il y a quand même l'idée que c'est par le travail qu'on s'humanise. Alors là, pour le coup, Arendt est clairement en opposition avec cette thèse. Elle ne reconnaît aucune dignité au travail. Maintenant, la critique marxiste des droits de l'homme, à ma connaissance, elle ne l'intègre pas. Je pense que sa critique repose essentiellement sur celle qu'on citait tout à l'heure, celle de Burke, et sur le caractère abstrait, l'idée que l'homme, dans sa nudité, hein, comme elle dit, se retrouve sans protection. Donc à ma connaissance, elle ne reprend pas du tout à son compte la critique marxiste des droits de l'homme. Okay. Oui, alors je crois que je pense qu'il faut faire attention avec la critique marxiste des droits de l'homme. Il n'y a pas tellement longtemps où j'avais retravaillé sur les réflexions sur la question... ça ne s'appelle pas comme ça, je confonds avec le truc de la question juive, voilà. Où Marx, c'est là où c'est très très violent, mais en même temps, Marx dit que dans l'état présent et jusqu'à maintenant, et on peut continuer, on peut dire la même chose, jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé de mieux encore que les droits de l'homme. Jusqu'à maintenant, ils sont des droits bon, formels, ce sont des droits, c'est pas encore la liberté réelle, mais rien n'est mieux que les droits de l'homme.
hein, jusqu'à dans la situation présente. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais ça me paraît extrêmement important, parce que autrement, on croit que Marx n'a fait que descendre complètement le… Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, 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 Je voulais dire que je précise simplement. je me pose la question de savoir si justement Arendt avait fait une lecture Pas lu totalement Marx. faussée de Marx et avait intégré cette lecture totalement faussée de Marx. C'est ça que je veux dire. Oui, elle ne l'a pas lu. La question que je me... Non, elle l'a pas lu, elle connaît pas. Non. Non, elle en parle par oui-dire. Elle vraiment, là, on est vraiment obligé de dire qu'elle ne dit que des bêtises, hein, sur Marx. Vraiment, c'est faux jusqu'à la gauche. D'ailleurs, il y a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a une spécialiste qui commente Arendt sur ce chapitre, grand chapitre sur Marx, et qui dit c'est tout faux, mais justement c'est intéressant parce que c'est tout faux. C'est souvent comme ça, hein, avec Arendt. Une autre remarque? Oui, pardon. Oui, vas-y. Merci. J'avais une remarque par rapport à cette dimension si présente, hein, comme l'a rappelé Benoît chez Arendt, de l'idée qu'on est dans une conquête de son humanité. On est dans, je dirais, si en tant qu'historien de la Révolution française, on est aussi dans la conquête du fait d'être peuple, hein, du fait d'agir comme tel, d'agir comme humanité ou d'agir comme tel. Chez les montagnards, chez Robespierre en particulier, il y a l'idée que l'humanité n'est pas une donnée en soi, mais c'est quelque chose qui se construit, et que l'homme aussi, le citoyen se construit et le peuple se construit. Mais ils se construisent à chaque fois dans un horizon normatif qui est celui du droit naturel. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se construit, on ne sait pas vers où, mais qui se construit dans un but particulier. Une foule qui agit n'est pas un peuple si elle n'agit pas dans le sens de la réciprocité des droits naturels. Elle est une foule. Et donc la séduction qu'il pourrait y avoir derrière une pensée d'Arendt qui serait une pensée de l'action, en fait, on la retrouve dans une pensée du droit naturel telle qu'elle est portée par les révolutionnaires au XVIIIe siècle en particulier. Et plus largement, il me semble extrêmement important de revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'historicisation en fait de cette réception d'Arendt. Arendt, effectivement, ça m'a toujours paru quelque chose d'assez incongru et franchement pas digeste en quelque sorte. Mais je suis comme vous très surpris par cette réception et par la séduction qu'elle a pu opérer sur un certain nombre de penseurs. Ça arrive quand à peu près? Ça arrive au milieu des années 90. J'ai pas l'impression qu'il y ait une réception forte d'Arendt avant. Et je me pose aussi la question du rôle de Paul Ricoeur ou d'autres philosophes français dans cette réception. C'est quelque chose que je connais très mal. Est-ce que vous pourriez m'éclairer un peu là-dessus? Je n'ai pas assez travaillé la question de sa réception en France. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est qu'elle a, à tort ou à raison, incarné une force critique à un moment donné. Je ferai quand même le parallèle avec Heidegger, c'est-à-dire que Heidegger, Arendt, ce sont des auteurs dont on s'est emparé à un moment où peut-être que la référence à Marx, à gauche, devenait moins aisée, à tort ou à raison. Et puis, il y a eu aussi cette assimilation de Arendt au républicanisme, au néo-républicanisme. Cet accent qu'elle met sur la citoyenneté, ça a beaucoup contribué à rendre sa pensée extrêmement séduisante. Pour moi, elle est venue combler un vide en termes de références critiques. Mais il faudrait que je travaille davantage la question de sa réception en France. C'est le totalitarisme qui a du succès quand même. Voilà, il y a la question du totalitarisme. Oui, quand même, c'est elle qui a quand même lancé ça. Qui a lancé ça, mais même si elle n'est pas la première à employer le mot, c'est un succès fou. Et il y a la critique de Aron tout de suite, hein, de cette notion. Oui. Et je me souviens bien dès la parution. Et ça, quand même, le double totalitarisme, ça a quand même la peau dure, hein, c'est un succès extraordinaire. Moi, il me semble que c'est une grande raison de sa réception, avec la chute du mur, il me semble. Enfin bon, c'est peut-être trop simpliste ce que je dis. C'est les historiens qui doivent dire.
sur Ricoeur. Par Ricoeur. Oui. Moi, je crois aussi que les origines du totalitarisme, c'est vraiment l'œuvre qui l'a fait découvrir en France. Et puis, C'est ce qu'il a lancé. après, je crois qu'il y a beaucoup de réserves à avoir sur un certain nombre de thèses qu'elle défend dans cet ouvrage. Mais je suis frappé par la manière dont elle continue d'être encensée. Sur la question du totalitarisme, Arendt fait vraiment autorité. Je lis très très peu de choses critiques. Moi, je vous rejoins totalement. L'article, la recension que fait Raymond Aron mérite d'être relue. Hein. Ah oui, puis d'être Il y a republié. Ah oui, oui. Ah oui. On mentirait par omission de ne pas en parler. Il y a quand même aussi le concept de banalité du mal qui l'a propulsé, qui est repris aussi de manière non critique, malheureusement, dans beaucoup de classes où on présente cette thèse et notamment cette thèse appliquée à Eichmann lui-même. Hein, on la présente comme une vérité incontestable. Alors, je ne suis pas historien, mais il me semble qu'il y a quand même des travaux très sérieux d'historiens dernièrement qui jettent le doute sur la façon dont elle présentait Eichmann. C'est complètement erroné. Sur la question de Eichmann, c'est sûr que les travaux historiques sont tout ce qu'il y a de plus formel. Et Eichmann n'a rien de banal. Mais vraiment rien de banal. Non, non, absolument rien. C'est un fanatique. Oui, et puis c'est quelqu'un. Je veux dire, parler de banalité du mal, c'est reprendre exactement l'argumentation de Eichmann. Bien sûr. Puisque c'est son argumentation pendant le procès, la banalité du mal. Et on peut dire que de ce point de vue-là, le concept, il l'appliquait directement à Eichmann. Elle va si loin dans la reprise des thèses de Eichmann qu'elle suggère à nouveau disons un rapprochement possible entre sa soumission à la loi du Führer et Kant. Incroyable. Oui. Obéir à la loi, c'est pareil que le serment au Führer. Et ça passe comme une lettre à la poste. C'était monstrueux de dire ça. C'est monstrueux. Ça a été repris par un essayiste médiatique récemment. Et tout ça c'est tellement gros, tellement sensationnel qu'effectivement, c'est souvent repris sans distance critique. Hein. La portée un peu provocatrice d'Arendt n'est pas aussi pour beaucoup dans le succès qu'elle connaît. Cette légèreté aussi, la façon dont elle parfois... C'est plus ça, elle est nonchalante, plutôt. Quand elle parle de Eichmann comme d'un clown, etc., les expressions qu'elle forge, banalité du mal, il y a toute une série d'expressions qui sont passées comme ça dans le champ de la philosophie et qui ne sont pas assez interrogées, à mon sens. Cholet me disait que c'était un slogan, purement et simplement. La banalité du mal. C'est pour dire l'absence de pensée, c'est ça. Oui, mais quand elle s'efforce de caractériser la pensée, elle se réfère souvent à Socrate. Alors, formidable, elle montre que c'est la capacité de se poser des questions, de s'interroger, de se faire des objections, etc. Elle prétend qu'elle cherche à comprendre, elle dit souvent qu'elle cherche à comprendre les phénomènes qu'elle étudie. Moi, sur la question que j'ai étudiée plus particulièrement, la question des revendications des Noirs américains aux États-Unis à son époque, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne parvient pas à comprendre ce qui se joue. Elle est pourtant en dialogue avec un certain nombre d'auteurs noirs américains comme James Baldwin, qui essayent de lui faire comprendre ce qui lui échappe. Et je dois dire qu'Arendt, là, se montre totalement fermée. Il y a pour moi un écart, si vous voulez, entre la prétention de comprendre sa définition de la pensée et ce qu'elle pratique elle-même, et son incapacité, là, sur cette question, à comprendre ce qui se joue à son époque et les revendications des Noirs américains. Sur justement le lien, ou les liens supposés qu'il peut y avoir entre Arendt, Baron, Pocock. Je crois que c'est un lien très proche.
parce que Yannick, il a raison de dire que ça commençait avec Baron, après Pocock, cet néo-républicanisme qu'après Skinner et Petit, on va appeler néo-athénien, pour différencier son républicanisme néo-romain. Donc, Arendt, c'est un adversaire de Petit et de Skinner, parce que pour eux, Arendt, c'est à côté de cet républicanisme néo-athénien, avec l'idée de la participation, avec la liberté comme participation, une idée de liberté positive contre l'idée de liberté négative du républicanisme néo-romain. Donc, je crois qu'Arendt, elle est considérée par Skinner et Petit comme cette tendance populiste du républicanisme, pas comme la descendance de la néo-romain. Donc, je crois que c'est possible de faire ces liaisons, Baron, Pocock, Arendt, et d'autre côté, Skinner, Petit. Ce sont donc tendances du néo-républicanisme. Je suis d'accord avec Yannick. Merci Alberto. Oui, est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ton travail ou est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits là-dessus? Est-ce que tu as des références? Est-ce que ça a été documenté, étudié de manière un peu précise? Pas du tout, pas du tout. Non. Je crois qu'il y a des références. Petit se dirige contre Arendt, contre cet républicanisme néo-athénien qui remonte à Aristote, qui remonte, c'est presque du communautarisme de Sandel, de Taylor, de McIntyre, mais il n'y a pas des études encore. Mais il y a des références, bien sûr. C'est des auteurs qui font la critique à Arendt, comme Arendt, c'était cette représentante du républicanisme néo-athénien. Merci. En fait, pour moi, qui ne suis pas du tout philosophe ni politologue, mais historienne, je vois tout de suite une incohérence dans cette histoire de dire que voilà l'existence des apatrides qui n'ont pas vu leurs droits respectés. Que ça veut dire que les droits de l'homme n'existent pas. Parce que si on dit en fait que on a des droits qu'en fonction de son appartenance à une communauté politique donnée, qu'on n'a pas de droits, sinon, au nom de quoi justement les apatrides viendraient se plaindre parce que justement, ils n'ont pas de droits parce qu'ils n'appartiennent pas à une communauté politique. Et dans ce cas, puisque cette cohérence me paraît si évidente, je me demande pourquoi c'est... pour moi, c'est vraiment une évidence. Et la question que je me pose, c'est pourquoi c'est quelque chose qui peut être dit comme une théorie neuve, intéressante des droits de l'homme sans que les gens remarquent, ce qui est pour moi une incohérence vraiment fondamentale. Absolument. Je suis tellement d'accord avec ce que vous dites qu'on pourrait le transposer à la situation des réfugiés actuellement. Comment penser des droits fondamentaux des réfugiés actuellement, alors même qu'ils ne sont pas forcément engagés dans une forme de lutte, de revendication. Si l'on veut pouvoir penser des droits qui sont inhérents à leur personne humaine, je ne comprends pas comment on peut encore se référer à Arendt et puis à cette formule, le droit d'avoir des droits, qui, à mon avis, n'est pas cohérente avec la notion même de droit de l'homme et tout simplement la possibilité de revendiquer légitimement ces droits, quelle que soit notre situation, que l'on soit apatride ou réfugié. J'ai le sentiment qu'il faut déjà être engagé dans une forme d'action, déjà être engagé dans une forme de revendication reconnue par les autres pour commencer à avoir des droits. Il n'y a pas de place chez Arendt pour des droits qui seraient antérieurs, logiquement, à la revendication, à la lutte.
Et ça prend une forme encore plus radicale chez les commentateurs. Par exemple, chez Étienne Balibar, où on a le sentiment que c'est vraiment la lutte, la revendication qui commence à instituer des droits, et une dignité, une humanité achevée, etc. Mais celui qui commence à revendiquer des droits estime que ces droits fondamentaux sont bafoués. Donc, Voilà. moi, voilà, c'est un problème d'incohérence, comme disait Suzanne tout à l'heure. On ne peut revendiquer des droits, pas des droits que l'on n'a pas. On ne revendique que des droits que l'on estime bafoués Voilà. au moment où on commence à les revendiquer. Mais pour elle, ceux qui sont dans l'action, c'est pas des porte-paroles, c'est pas des syndicalistes, c'est pas ça. C'est ceux qui sont dans le gouvernement des choses, Exactement. dans le gouvernement de la politique. C'est ceux c'est pas ceux qui revendiquent. Pour eux, pour Hannah Arendt, enfin, si c'est une bêtise, encore une fois, vous me corrigez, mais pour Hannah Arendt, l'action politique, c'est en fait le gouvernement des choses, et des gens d'ailleurs, Oui. il me semble. Moi, je crois que c'est la bonne lecture, alors qu'actuellement, on tire Arendt vers une autre lecture qui serait que ce serait la revendication, la lutte qui... Je crois pas, Pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que ce soit la pensée d'Arendt elle-même. Mais non, parce que c'est Oui. accéder à la visibilité. Parce que c'est l'accès à la sphère visible, où on est reconnu et même admiré de tout salon. C'est les gouvernants. C'est accéder à la sphère de la gouvernance. Et y compris une gouvernance culturelle, puisque évidemment, elle se place sur le terrain du conseil aux princes. Quoi. Enfin, il y a un peu de ça. Quoi. Oui, c'est à peu près, oui, c'est ça.